Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Face à Face. Je crois et je continue à le croire que en démocratie, il faut qu'on se dise tout. Et il faut qu'on discute sur tout. Et de tout. Du moment où ça respecte la loi, pourquoi ne pas en parler? Et donc aujourd'hui, j'aurais souhaité discuter sur la question, encore une fois, épineuse des Banyamulenge, les Tutsis congolais. C'est vrai, les gens ont dit, mais Christian, tu réveilles les chats qui dorment. Mais attendez, il faut réveiller les chats qui dorment, comme ça on règle la question. Il ne faut pas que les chats restent endormis pendant longtemps. Il faudrait les réveiller, vous le secouez. Si vous le tranchez la gorge, vous le tranchez la gorge. Si vous le donnez à manger, vous le donnez à manger. Mais au moins, on aura avancé, on aura résolu le problème. Je reçois cette fois-ci quelqu'un, un Congolais, avec qui on va discuter sur la question. Il est entrepreneur, patron d'une boîte de communication à Kinshasa, mieux installé. Trésor Mutombo, l'un de mes invités, d'ailleurs, habitué de cette maison. Mais aujourd'hui, dans le cadre de Face à Face, c'est la première fois qu'on en parle. Il intervient à la suite de propos tenus dans cette émission par quelqu'un d'autre. Et donc, j'estime ici que vous pouvez vous aussi faire la même chose. Appeler, débattons la question, et puis voilà. Peut-être je suis le premier, mais peut-être pas les derniers à en parler. Trésor Mutombo, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous Merci savez, pour l'invitation. Je vous en prie, vous savez, le Congo traverse une période difficile. Oui. Vous permettez, hein? Oui, On va le faire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Excusez-moi. Voilà. Vous avez des mains Là, blanches, Trésor. Là, vous en mettez un peu trop. Ouais. Allez. Je pense que c'est toujours bien de se protéger. Oui. On a cette histoire de coronavirus. C'est des nouveaux gestes qu'on doit apprendre, mais qui doivent aussi rester, je trouve. Parce que c'est des gestes qui peuvent nous permettre de régler aussi plusieurs situations, plusieurs cas, plusieurs pandémies ou épidémies que nous avons déjà eues. Dans ce pays, on n'a pas encore éradiqué totalement le choléra, on n'a pas encore éradiqué la typhoïde. Tout ça, c'est des maladies que nous pouvons, si nous gardons ces petits gestes. C'est vrai pour l'instant, on le fait contre le coronavirus, mais si nous gardons ces gestes, ça peut nous permettre de prévenir certaines autres maladies. Comment voyez-vous le gouvernement, comment vous pensez qu'il est en train de traiter la question? Vous pensez qu'il est à la hauteur de la tâche? Il le fait bien? Bon, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises. Il est encore trop tôt pour les juger. C'est vrai que la mise en application de ce genre de mesures est toujours compliquée. Le Congolais, surtout le Kinois, est un peuple, on va dire, difficile à dompter. Il faut maintenant voir comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre pour arriver à imposer ces mesures-là. Mais déjà, on peut se réjouir que bon, on arrive à dormir mieux sans les bars. Je fais 2 jours sans dormir. J'ai fait 2 jours. J'oublie l'heure parce que finalement, je ne suis pas réveillé par des bruits. Donc, on arrive à dormir mieux sans les bars, sans les baffles des églises. Donc, il faut voir comment est-ce que cela va continuer. Mais bon, le délai de 4 mois, ça va être dur. 4 semaines. 4 semaines plutôt, excusez-moi. Ça va être dur, mais on va voir comment ça va se passer. Alors, je vous invite parce qu'il faudrait qu'on discute sur une question fondamentale, mais avant tout, je voudrais mettre les bases. Oui. Alors, est-ce que Trésor Mutombo est congolais d'origine? Je suis congolais d'origine, je suis originaire, si on peut parler ainsi, du Kasaï oriental. Je suis du territoire de Tshilenge, je crois. En tout cas, je connais. Vous êtes de la diaspora, de Kin, quoi. Vous êtes un Moulouba de la diaspora de Kin. Ah non, pas du tout. Je connais très bien ma province. Je ne suis pas encore arrivé jusqu'à mon village, mais je connais très bien. J'ai peut-être la chance d'avoir des parents, ou un père en tout cas, qui a fait des recherches sur sa propre famille. Parce que mon père, à la base, est sociologue. Et il a fait des recherches sur la famille pour essayer de retracer l'arbre généalogique de notre famille. Et il est remonté ainsi jusqu'à la 15e génération. Attendez une seconde. 15e génération? 15e génération. Qui sont sortis comme des leaders chez vous, dans votre famille, dans votre lignée familiale? Oh, quand on dit 15e génération, c'est-à-dire l'arrière. 15 fois. Jusqu'à 15 fois. Ouais. Et donc on sait, moi par exemple, je sais qui était mon aïeul à la 15e génération. C'est qui le... Comment il s'appelait? Il s'appelait Chimini. Et voilà, donc moi je suis de Benachitolo, Bena Kelenda, c'est mon village. Et Chimini, c'était notre ancêtre. Ce qui explique qu'il paraît, dans la tradition, notre village, ou en tout cas notre famille, on ne mange pas un oiseau qui s'appellerait Chimini. Je ne sais pas c'est quoi cet oiseau. On ne mangerait pas cet oiseau-là. Il paraît que c'est en honneur ou en hommage à cet aïeul. Alors donc c'est que votre mère aussi est... Votre mère, elle est de quelle province? Elle est aussi du Kasaï.
Toujours du même endroit? Non, non, pas du même endroit, elle est Mukwanga. Donc, ça fait l'ombre d'aucun doute, vous êtes Congolais 100%. Ah oui, je suis même plus Congolais que vous. D'accord, non, pas du tout. Je suis plus Congolais que vous parce que je connais peut-être 15e génération. Ah non, moi je connais notre histoire. Mais on peut se tutoyer, on se tutoie dans la vie d'habitude. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Moi, je suis de la tribu Mongo. Oui. En fait. Et chez nous, les Mongo, parce que moi je suis d'un côté Mongo, d'un côté Swahili. Alors donc je connais... Swahili, ça n'existe pas. Non, non, je dis la langue. Swahili. Ah, ok. Ouais, ma mère est Mwavu. En fait, moi j'ai la... Mwavu. De Idjwi. De Idjwi, exactement. Nous sommes de Idjwi. Alors, ce qui est vrai, c'est que je ne connais pas beaucoup de ma mère parce que je ne l'ai pas connue. Elle est morte, j'avais 22 mois. Donc je ne la connais pas, je ne connais pas son histoire, je ne connais pas ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a été et tout, je ne connais pas trop. Mais du côté, par contre, de mon père, je connais quand même qu'on avait un ancêtre qui s'appelait Wesse Tuluwango. Il était guerrier, c'est lui qui mangeait les blancs, il paraîtrait. Ça remonte, je crois, à plusieurs siècles avant. Hein. Non, si manger les blancs, alors c'est dans les années 1800. Oui, c'est très récent. C'est très récent. On va dire que c'est très récent. On va dire 2-3 générations. Moi, je suis monté jusqu'à la 15e génération. Ah, vous êtes très fort. Donc, nous, on n'est pas monté jusque-là, certainement. Mais bon. Alors, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une grande histoire autour du Congo que les gens ignorent. J'ai comme l'impression. Je ne sais pas, Trésor, si vous avez la même impression que moi, mais moi, j'ai comme l'impression que quand on apprend le Congo, on l'apprend quand il y a des problèmes. Quand le Congo apprenne qu'il y a Bounaganda, c'est parce que Bounaganda est menacé. Ouais. Quand le Congo a appris qu'un côté s'appelait Enyele, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont tué. Pourquoi? Est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que le colon avait fait des choses pour nous cacher notre territoire afin qu'on ne le connaisse pas? Non, je ne pense pas que ça soit fait à dessein. Je crois simplement que nous avons un pays qui est très grand. Nous avons quand même plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. Et nous avons le malheur de n'avoir pas suffisamment d'infrastructures pour nous permettre de circuler à travers le pays. Ça fait que le Congolais ne connaît que ce qu'il y a autour de lui, mais il n'est pas le seul ailleurs dans le monde. C'est ainsi, on ne connaît que ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on a l'occasion de rencontrer, ce qu'on a l'occasion de voir. Et si on ne fait pas preuve d'un peu de curiosité, on ne va rester qu'à ça. Notre avantage aujourd'hui, peut-être que nos parents n'avaient pas, c'est que nous avons Internet aujourd'hui qui nous permet d'être en contact. Moi, je suis en contact avec des personnes qui sont dans des lieux très reculés, très très lointains, que je ne peux même pas situer sur une carte, mais avec qui je suis en contact, avec qui je peux converser. Ça, c'est l'avantage que nous avons. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de connaître notre pays, de faire preuve d'un peu de curiosité pour savoir exactement où ça se passe, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Mais ce n'est pas fait à dessein. Sans doute que si nous montrons plus de curiosité, nous allons arriver à régler cette situation. Alors, je prends le Congo dans sa complexité. 500 ethnies, plus de 500 ethnies, on parle. Des milliers de tribus. Est-ce que c'est un avantage pour nous ou c'est un désavantage? C'est un avantage et à la fois un inconvénient. La diversité, à la base, quand vous regardez dans le monde, la diversité, c'est toujours un avantage. C'est toujours présenté comme un avantage. Parce que dans la diversité, on est plus fort. On arrive à acquérir des intelligences de partout pour en faire une force. C'est un avantage dans ce sens-là. Vous allez voir des pays, parmi les grands challenges des pays comme Israël ou des pays comme Singapour, ça a toujours été de ne pas avoir de marché intérieur. Ces pays qui pourtant se sont bien développés ont présenté ça comme défi. Le fait qu'ils n'étaient pas très nombreux. Singapour, c'est une toute petite ville, on va dire ça. C'est un petit État. Mais voilà, ils ont présenté ça comme un défi parce que sans demande intérieure, comment vous faites pour produire, pour consommer sans avoir une population intérieure, comment vous faites par exemple pour vous protéger? Imaginez-vous que vous avez une armée. Pour être défendu, vous avez besoin peut-être, je veux dire, de 100 000 hommes. On donne un chiffre, mais si vous n'êtes que 500 000, par exemple, ça vous fait pratiquement 20% de votre population qui est dédiée à l'armée, et c'est-à-dire 20% de la population qui ne produit pas. Donc tout ça, ce sont des défis. Nous n'avons pas ce défi-là. Donc nous avons peut-être d'autres défis qui ne se présentent pas sous la forme de la demande intérieure, de la faiblesse de la demande intérieure, mais nous avons plutôt des défis de territoire. Comment développer un territoire aussi vaste avec autant de challenges. Nous avons l'inaccessibilité de certaines régions. Vous avez la forêt qui est restée inaccessible. Vous avez les montagnes, on va en parler tout à l'heure, les montagnes qui sont restées inaccessibles. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est à nous d'en faire une force. De travailler, parce que moi je me dis, ce serait très important si par exemple on pouvait relier Tshilenge chez vous à Basankusu chez moi. Ça aurait été mieux si je pouvais quitter de Yakoma
à l'équateur pour aller vers Bunaganda, à l'est du pays. Je crois que ça allait être une grande richesse. Peut-être on allait faire circuler les choses, circuler la richesse, circuler la connaissance. Mais malheureusement, on n'a jamais travaillé sur la question. On a une politique des villes, on va dire, une politique urbaine, absolument. Cette politique qui n'arrive pas à tout ça. Alors, c'est vrai, parlons-en maintenant de notre pays, avec toutes les frontières que nous avons. On a quand même eu beaucoup de choses, Trésor. Je vous rappelle que du coup, on a 9 pays voisins, ça veut dire 9 conflits d'identité. Est-ce que vous regardez la mesure de la question? Oui, absolument. 9 pays voisins, ça fait 9 conflits d'identité. Le peuple se marie entre eux, et tout ça. Oui, absolument. Donc, les problèmes des limites de la RDC, c'est toujours posé. Avant, même avant le Congo belge, à l'époque de l'EIC, lorsque le Congo est créé, lorsque l'EIC est créé, il y a ce problème des limites du Congo qui se pose. Où se limite le Congo exactement? C'est d'ailleurs, selon certaines analyses, la raison de la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, c'est parce que les Occidentaux qui avaient commencé à occuper nos territoires ont commencé à se disputer ces territoires-là. Il y a même eu, à l'époque, une guerre pour le contrôle de Kinshasa, par exemple, entre Kinshasa et Brazzaville. Savorgnon de Brazza, qui avait signé des accords avec le roi Makoko, a été face à Stanley, qui avait signé des accords avec le roi Ngaliema. Les deux étaient frères, mais avaient signé des accords avec 2 personnes différentes. Donc il fallait se battre pour l'hégémonie, ou en tout cas pour le contrôle du pôle Malébo. Et il y a eu une guerre qui a éclaté à cause de ça. Donc il y avait des guerres qui éclataient ainsi aux différentes frontières. Et donc, à un moment, les Européens, les Occidentaux se sont mis ensemble pour dire, ben voilà, on va se mettre autour d'une table pour définir les frontières. Mais cela n'a pas totalement réglé la question. On va peut-être évoluer dans l'émission, on va le montrer un peu dans l'émission, mais les frontières du Congo ont beaucoup évolué depuis la conférence de Berlin. On a tendance à croire que le Congo s'est toujours présenté tel qu'il est aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Le Congo était très différent à la conférence de Berlin. Alors, si le Congo était très différent à la conférence de Berlin, je vais bien comprendre ça, mais j'ai envie de savoir un peu plus sur la configuration initiale d'abord de la RDC, de ce qu'est devenu la RDC. Parce qu'à la base, si vous lisez professeur Ndayouel, vous lisez d'autres personnes, d'autres professeurs, ils parlent de... Nous, on a été un peuple de fusion, en fait, c'était un peuple, des peuples d'adhésion, pas des peuples de fusion. Alors que d'autres personnes parlent plutôt de peuples de fusion et non de peuples d'adhésion. Parce que quand vous prenez par exemple le peuple Mongo, avec son dieu, sa culture, sa manière de faire, ses frontières, c'était carré comme ça. Vous prenez le peuple Congo, c'était un peuple qui partait du Congo, un peu l'Angola, un peu le Brazzaville, un peu tout ça. Alors à partir de quand on délimite les frontières? Est-ce que c'est en 1885 ou c'est après 1885? Alors comme je disais, les frontières ont beaucoup évolué. Lorsqu'on délimite les frontières du Congo en 1885, on va sur base déjà des quelques accords signés. Il faut rappeler qu'à l'époque, quand Stanley est arrivé, avec tous les autres qui l'accompagnaient, ils ont commencé à signer des accords avec des rois, avec des chefs coutumiers. Pour une sorte de soumission. Mais il n'avait pas signé avec tout le monde. Et il y avait des contrats qui s'entrechoquaient. Je parlais tout à l'heure de cette histoire avec le roi Makoko. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouvait un peu partout. Donc on a signé des accords avec certains peuples, mais pas tous. Donc ce qui se passe en 1885, c'est qu'on décide de délimiter sur base des quelques accords qui existent. On a tendance à croire qu'en 1885, Léopold II avait les contrats avec tout le monde. Non, il n'y avait pas de contrat avec tout le monde. Ils n'avaient pas exploité encore tout le Congo. Donc ils ont délimité les régions déjà exploitées et puis ils ont tracé. Si vous regardez la première carte du Congo, en fait, c'est des lignes droites. C'est des lignes droites. À l'époque, d'ailleurs, je crois, dans la carte de 1885 que j'ai vue, par exemple, le Congo n'appartenait pas au Congo. Le Congo était dans l'Angola. Il y avait une ligne droite qui venait de Boma. C'est scandaleux, hein. À un moment donné, qui venait de grande révélation. La frontière, je crois que la frontière avec l'Angola, c'était au niveau de Popocabaka. Donc tout le reste, c'était l'Angola. Il y avait une partie du Kasaï qui appartenait à l'Angola. Vous avez le nord, par exemple. Je crois que le nord, l'Ubangi et toute la rivière Ubangi, ça appartenait au Soudan. Non, ça appartenait à la France, donc à Centrafrique. Centrafrique, oui. Vous avez l'Ituri qui appartenait à l'Ouganda. Et donc tout ça, c'était des lignes droites. À l'est, par exemple, on avait tracé une ligne droite qui venait du nord
de la rivière, plutôt du lac Tanganyika, qui montait, c'était une ligne parallèle au méridien, qui montait jusqu'à 4 degrés au-dessus de l'équateur. Donc ça faisait qu'une grande partie de la RDC n'était pas encore reconnue comme étant laïcée, mais les frontières vont évoluer progressivement. C'est ça le nœud de notre problème, de notre problématique de nos frontières. C'est vrai qu'il y a des thèses qui disent qu'on a évolué, c'est vrai aussi, mais par contre, d'autres thèses nous disent le contraire. D'autres thèses nous disent que le Rwanda, l'Angola, une bonne partie de l'Angola, une bonne partie de Brazzaville, une bonne partie de nos 9 pays voisins, vous savez l'histoire qu'on raconte toujours, ça faisait partie du Congo en fait. Et que le Congo serait RDC, c'était Zaïre, Rwanda, Burundi. Non, je crois Congo, Rwanda, Burundi. Quelque chose comme ça. On était le Congo, le Rwanda, le Burundi faisaient partie de notre territoire et qu'après l'Allemagne va remporter certaines guerres, certains contrats, on va aller prendre un peu le Rwanda, on coupe du Congo. Le Rwanda sort du Congo, le Burundi sort du Congo, l'Angola, une partie sort du Congo, le Brazzaville, le fleuve que nous avons entre Kin et Brazza, finalement on va le partager, mais on dit que Brazza était ici chez nous. Alors finalement on se dit mais qui a raison, qui a tort? Il y a du vrai et du faux. Par exemple, lorsque vous dites Congo, Rwanda, Burundi, Congo, Rwanda, Burundi, c'est à partir de 1929. C'est pas en 1885. Oui, 1825, 1925, 1825. 1929. Et 1825, oui, c'est pas... 1885. 1885 et 1925, c'est pas beaucoup. Il y a quand même 30 ans, un peu plus de 40 ans 30 ans de l'histoire, qui s'était passé. 30 ans dans l'histoire, c'est certaines frontières étaient très claires dès le début, comme la frontière entre Kinshasa et Brazzaville. Comme je disais en tout début, il y a eu une guerre, avant même la conférence de Berlin, il y a eu une guerre pour le contrôle de Kinshasa. Parce que Brazzaville, la France, qui s'estimait plus puissante, voulait prendre le contrôle du pôle Malébo. Et Stanley, qui avait signé des accords avec Laurent Galliema, voulait garder ce contrôle-là. Il y a eu une guerre qui a éclaté à l'époque. Et juste une parenthèse, à l'époque, pour pouvoir garder la légitimité sur le Congo, en tout cas sur le pôle, le roi Léopold II avait dû demander de l'aide aux Américains. Donc, il est parti aux États-Unis, en tout cas ses émissaires ont discuté avec le Sénat américain pour leur proposer qu'ils reconnaissent l'EIC comme étant un État indépendant dans l'Afrique, alors que la conférence n'était même pas encore... il n'y avait pas encore la conférence de Berlin, c'était avant la conférence de Berlin. L'EIC existait déjà et était déjà reconnu. Et les Américains, la contrepartie des Américains, à l'époque, les gens ne le savent pas. Ça, je l'ai lu dans un livre de Didier Moumengi, où il explique que l'accord avec les Américains, c'était qu'on fasse ce qu'on a fait en RDC, en face de la RDC, ce qu'on a fait avec le Libéria. C'est-à-dire qu'on puisse amener des Noirs américains, des colonies de Noirs américains, venir s'installer ici en RDC parce qu'il y avait suffisamment de terres. Mais bon, finalement, le projet va être avorté. Mais c'est juste pour vous dire que en 1885, certaines frontières étaient déjà délimitées, d'autres ne l'étaient pas. Prenons le cas de l'Est, par exemple. Vous parlez du Rwanda. Lorsque vous prenez à partir du point nord de lac Tanganyika, vous montez jusqu'à 4 degrés au-dessus de l'équateur, vous avez une bonne partie du Rwanda qui se retrouve chez nous. C'est-à-dire qu'au moment où la première carte a été faite, peut-être 20 ou 30% du Rwanda et du Burundi appartenaient à la RDC. Exactement. Mais ce n'était pas tout le Rwanda. D'accord? Mais l'histoire va évoluer. Oui. L'histoire va évoluer. Je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Oui. À l'époque, on ne connaissait pas encore les frontières. Donc on ne connaissait pas, par exemple, on n'avait pas encore découvert le lac Édouard, le lac Kivu. Les Européens ne le connaissaient pas. Si vous regardez les premières cartes, ces lacs-là n'étaient pas connus. Donc on a tracé une ligne droite. Alors, vers 1897, il y a eu ce qu'on a appelé la deuxième révolte des Tétés là. En fait, dans la force publique, il y a eu beaucoup de Tétés là qui avaient été recrutés dans la force publique. Donc ça remonte, je crois que c'était dû à comment il s'appelait, Ngongolo Tété ou Tipoti, un truc comme ça. Donc ça fait qu'il y avait beaucoup de Tétés là dans la force publique, ou en tout cas des gens qu'on a assimilés aux Tétés là. Et en 97, il y a eu des révoltes, il y a eu plusieurs révoltes. Hein. Là, c'est ce qu'on appelait la deuxième révolte. C'était l'équipe du colonel Francis Danis. D'accord? C'était un baron qui avait... Alors, cette révolte avait duré. Ça fait que la force publique s'était totalement retirée de l'est du pays, laissant le terrain vide. Alors, comme la nature a peur du vide, les Allemands ont occupé une partie du territoire congolais.
Donc, comme quoi, la balkanisation du Congo, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, les Allemands ont occupé une partie du territoire congolais, les Anglais aussi, qui étaient plus au nord. Et puis, progressivement, ils ont commencé à occuper le Congo. Donc, ça fait qu'une partie de notre territoire qui était au Rwanda, par exemple, des villes comme Gisenyi, c'était des villes qui étaient au Congo. Au moment du traçage. À la RDC. Voilà, au moment du traçage de 1885, appartenaient au Congo. Et après 1897 plutôt, sont devenues des villes allemandes, donc appartenaient maintenant au Rwanda. Et après, finalement, il y a eu des accords que les Belges, après que l'EIC ait été transmise au Congo belge, à la Belgique, pour devenir le Congo belge, les Belges vont signer des accords avec les Anglais et les Allemands pour retracer finalement les frontières définitives que nous connaissons aujourd'hui. Donc, ça sera la deuxième carte, on va dire. Ça sera la deuxième, et ça sera peut-être la dernière carte du Congo. C'est celle-là. Et dans cette carte, on va finalement tracer une ligne délimitant, en fait une ligne qui va partir du lac Tanganyika, qui va traverser tous les 3 lacs. C'est-à-dire le lac Tanganyika, le lac Kivu, le lac Édouard, monter jusqu'au lac Albert. C'est ainsi que certaines villes qui étaient occupées par les Allemands vont redevenir congolaises et d'autres vont devenir allemandes ou anglaises. Alors, si je comprends bien la logique, j'essaie de comprendre votre logique et l'histoire selon que vous me le dites, il faut le dire. Quelles sont les terres qui étaient congolaises, qui sont devenues rwandaises, et les terres qui étaient rwandaises, qui sont devenues congolaises? Bon, je ne peux pas vous dire avec précision. Les terres qui étaient congolaises au moment de la création de la carte, je ne peux pas vous dire avec précision. Il suffit simplement de prendre une latte et de tracer. Vous regardez la carte, vous tracez une latte, une perpendiculaire à l'équateur, vous allez voir quelle partie se retrouve au Congo. Mais au moment en 1910, lorsque la Belgique signe les accords, il y a des villes qui sont des villes appartenant pas au Rwanda en tant que pays, mais appartenant au royaume Rwanda, parce qu'il faut toujours différencier. On a cette tendance-là à confondre le royaume du Rwanda et le pays Rwanda. C'est deux choses différentes. C'est comme si on confondait le royaume du Congo et le pays Congo. C'est deux choses différentes. Parce que les royaumes ne sont pas toujours délimités comme les pays, quoi. Exactement. On n'a pas la même délimitation. Exactement. Donc, dans la délimitation qu'on va tracer, il y a une partie du royaume Rwanda qui va se retrouver de ce côté du territoire, donc qui va se retrouver du côté de la RDC. Il s'agit notamment de Rutshuru, par exemple, du Massissi, une partie du Massissi, Idju, par exemple. Tout ça, c'était des territoires qui étaient sous le règne ou sous le contrôle allemand. Sous le contrôle du roi Kigeri IV, donc sous le contrôle du Mwami Kigeri IV, qui était le roi du royaume Rwanda, qui était avant congolaises au moment de la délimitation des frontières en 1885, qui sont devenues allemandes, après qui sont redevenues congolaises. Donc des villes comme Rutshuru, des territoires plutôt comme Rutshuru, appartenaient au royaume Rwanda, mais se sont retrouvés dans la partie congolaise. Alors il faut finalement qu'on explique très bien déjà que le royaume, ce n'est pas le... Non, c'est pas le pays. Oui, le pays. Le royaume est une identité physiologique, spirituelle, quelque chose comme ça, et qui peut traverser des peuples, on va dire, disons le peuple peut traverser les territoires, parce qu'on peut trouver un territoire alpha, mais le peuple qui vit dans le territoire Tango, tout ça, le même peuple peut vivre dans 2 territoires sans forcément être de la même nationalité. Oui, absolument. Absolument. Tu peux expliquer ça comme ça. Oui, pour prendre le bon exemple, il faut prendre le royaume Congo. Le royaume Congo. Voilà, le royaume Congo. Tout le royaume Congo ne s'est pas retrouvé au Congo. Oui. Une partie du royaume Congo s'est retrouvée en Angola, une partie s'est retrouvée au Congo. Et puis il faut dire la vérité aussi sur la question de Kipanvita, si elle devait avoir une nationalité, en tout cas ça ne serait pas congolaise. Elle serait angolaise, mais on se reconnaît par rapport au royaume Congo. Exactement. Comme chez nous aussi, non pas chez nous parce que nous on est vraiment au centre, on n'a pas de problème, mais c'est plutôt ceux qui sont au nord de l'Équateur. Oui, les Ngwandi ont un royaume avec les autres. Exactement. Donc, voilà. Exactement. En fait, tous les peuples riverains, tous les peuples qui sont dans la délimitation actuelle du Congo se retrouvent des part et d'autre. Vous avez les Babemba, par exemple,
dans le Katanga, vous avez les Lunda aussi dans le Katanga, qui se retrouvent en Zambie, vous avez par exemple des Congos, on en parlait, vous avez les Mbandi, vous avez les Mbandi à l'Équateur, vous avez les Bakonjo, les Nandés en Ouganda, on les appelle les Bakonjo. Donc c'est les mêmes peuples, mais dans la délimitation. Les Blancs, quand ils ont fait ça, ils n'ont pas tenu compte du fait que c'était un même royaume. Non, on vient, on trace selon nos intérêts, selon les discussions qu'on a. Si on divise en deux, on divise en deux. Si la tombe de votre grand-père se retrouvait en plein milieu de la délimitation, votre grand-père se retrouvait avec la double nationalité. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est aussi le cas avec les Banyarwanda, parce que les Banyarwanda... Avant d'aller dans le Banyarwanda, mais je vais d'abord signaler un truc, c'est que dans cette délimitation, il y a eu des problèmes que les gens ne connaissent pas forcément. Vous savez, lorsqu'on a délimité, il se retrouvait que les cimetières qui vivaient très loin des villages, lors de la délimitation, certains cimetières de certaines villes se sont retrouvés dans un autre pays, alors que ces gens-là étaient de l'autre pays. Mais alors, ma question, avant de parler de Nyarwanda, est celle-ci. Pourquoi l'on refuse aujourd'hui de rétablir la vérité? Pourquoi l'on tire le drap de son côté et que l'on arrive à placer ce débat dans une sphère de terrorisme, comme quoi, n'allez pas dans ceci, si vous allez dans cela, vous ouvrez la boîte à Pandore? On ne va plus retracer nos cartes, c'est fini, mais rétablissons la vérité quand même. Ouais, je pense que c'est le cas, c'est le moment. On a malheureusement laissé beaucoup de temps aux extrémistes, parce que dans tous les peuples, il y a toujours des extrêmes, donc il y a des gens qui pensent toujours à l'extrême. On a laissé beaucoup de temps aux extrémistes, et leur discours est aujourd'hui répété, récupéré par plusieurs personnes, qui malheureusement n'interrogent pas l'histoire. Je crois que la meilleure façon de régler certaines questions, il faut simplement lire. Malheureusement, dans notre pays, nous n'avons pas cette culture-là. Nous avons aussi le malheur de n'avoir pas vraiment suffisamment d'archives, les archives nationales. Beaucoup de choses ont été détruites. On a utilisé des archives pour vendre des beignets, des cacahuètes, malheureusement. Moi, je me rappelle, j'ai mangé un beignet sur un papier, on écrivait l'histoire du Congo. Je regrette beaucoup cette histoire, ce papier-là que j'ai mangé, sur lequel j'ai mangé le beignet. C'est notre malheur actuellement, mais il y a des restes. Vous allez à la bibliothèque de Wallonie, Wallonie-Bruxelles, vous avez le centre Wallonie-Bruxelles, vous avez des livres qui existent. On parle souvent de Tervuren, il y a beaucoup de livres qui se retrouvent à Tervuren et qui expliquent l'histoire du Congo. Donc il faut que les Congolais prennent la culture d'aller vérifier les informations, d'aller fouiner eux-mêmes dans le passé pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que les choses se sont créées. Les Banyarwanda, vous dites? Alors les Banyarwanda, je disais tout à l'heure que au moment où on délimite les frontières en 1910, il y a une partie du royaume Rwanda qui se retrouve au Congo. Il y avait déjà une partie du royaume Rwanda qui se retrouvait au Congo dans la carte de 1885. D'accord ? Finalement, lorsqu'il y a mutinerie, on quitte. Et puis en 1910, on revient. Donc on délimite maintenant pour savoir que les Allemands vont rester de l'autre côté du lac. Nous restons de ce côté. Mais de notre côté du lac, il y a une partie des gens qui étaient des ressortissants du royaume Rwanda, pas des Rwandais, mais du royaume Rwanda, et qui se retrouvent congolais. Donc ça fait des Banyarwanda congolais. Et donc les Banyarwanda sont principalement constitués des Hutus, des Tutsis et des Twa. On oublie souvent les Twa. Les Twa sont des Pygmées. Oui. Et on se retrouve ainsi avec ces trois peuples qui sont dans notre territoire. Alors, il faut rappeler que les Twa, chez nous, ce sont des Pygmées. Enfin, chez eux aussi, ce sont des Pygmées. Mais chez nous, on les appelle les Batchois. Donc, on n'est pas très loin. Même on n'est pas très loin. Ça dépend, et ça dépend des régions. Chez nous, on les appelle les Batchois, on les appelle d'où le sobriquet Mochua qu'on donnait à Alain Pela, comme Alain Pela et Konda. Vous voyez, donc Bouron Pela et Konda, et que les Konda sont pour la plupart des cas assimilés à ces populations-là. Les Mochua. Oui, on disait Mochua. Disons Mochua, ça venait. Oui, Mochua, ça veut dire Batchois, Batchois, ça veut dire Pygmée, Pygmée, ça veut dire autre chose. C'était en même temps pour provoquer, mais c'était un peu beaucoup de choses. Mais donc aujourd'hui, il faut rappeler ça aussi. On a la même phonétique, on va dire. Oui, c'est la même phonétique. Donc on se retrouve avec des Banyarwanda, donc plutôt des Tutsis et des Hutus congolais. Il y a d'ailleurs un livre intéressant que je vais demander peut-être à ceux qui ont le temps, peut-être ceux qui nous suivent à partir de la Belgique de regarder. Il s'agit d'un livre écrit par un ancien vice-gouverneur de la colonie, je crois,
non, plutôt de la province orientale. À l'époque, ce qu'on appelait province orientale, c'était l'ensemble de province orientale et le Kivu. Donc tout ça, c'était la province orientale. Ça allait un peu jusque dans le Katanga, à l'époque coloniale, avant 1930. Et il a écrit un livre intéressant sur les migrations. Donc, le titre du livre, c'est « Les grandes lignes de la migration bantoue ». C'est un livre écrit dans les années 1930. Il parle de la migration dans sa province à lui, donc la province orientale. Et il y a un extrait d'ailleurs que j'ai noté tout à l'heure, je vais peut-être le lire. Je vais le lire. Allez-y. Alors, il s'appelle Moller, le vice-gouverneur en question. Donc, si vous cherchez les grandes lignes, Moller, M-O-E-2-L-E-R. C'est pas le Mollard ici? Non, pas le Mollard de Bandal? Non, ça n'a rien à voir. Ok. Alors, il dit ceci, les Baoundés franchissant la plaine de la lave se sont mélangés aux Bahutus venus du Rwanda, avec leurs dirigeants Watusi et les Bahema et les Pygmées au service de ceux-ci. Les Bahutus occupant vis-à-vis des Watusi, non, les Batutsi, lui à l'époque il les avait appelés les Watusi, dans le Rwanda, la même position que les Bahiro vis-à-vis des Bahema. Ainsi s'est formé le fond de la population de Rutshuru. Ça, c'est un extrait, c'est dans le livre que je viens de citer. C'est d'ailleurs, je crois, j'ai retenu la page, c'est la page 16. Et les gens ont tendance d'ailleurs à oublier Rutshuru, le mot même Rutshuru, c'est en Kinyarwanda. Ça veut dire forge? Ça veut dire forge en Kinyarwanda. Des mots comme Nirangogo, des mots comme Nyamuragira, ce sont des mots en Kinyarwanda. Comment, dans une région où il n'y a pas des Banyarwanda, vous allez donner des noms dans une langue qui n'est pas la vôtre? Donc, s'il y a des noms, des mots dans cette langue-là, c'est forcément parce que c'est les gens qui habitaient ce coin étaient locuteurs de cette langue. Alors, le refus de comprendre ces choses nous met tout de suite dans une posture d'autodéfense pour rien, et nous nous battons parfois contre des évidences, et alors qu'on se sent menacé peut-être pour rien, peut-être c'est la peur. La montagne, le volcan de Nyiragongo, c'est un volcan qu'on reconnaît, un volcan congolais. C'est notre volcan à nous, mais qui porte un nom Kinyarwanda. Le Kinyarwanda fait partie des langues congolaises. Attends 10 secondes. Ben si. Si un peuple est locuteur du Kinyarwanda congolais, ça veut dire que le Kinyarwanda, dans le patrimoine congolais, il y a même un autre livre, malheureusement je ne l'ai pas noté, qui parle des langues au Congo, qui cite le Kinyarwanda comme étant une langue congolaise. Mais tout ça, c'est à Tervuren. Hein. Les gens peuvent les lire. C'est des livres très anciens. Malheureusement, qu'on n'a pas l'occasion de retrouver ici. Moi, la chance que tu as, c'est d'être un Louba. Si tu étais quelqu'un de là, franchement, on allait dire autre chose. Mais c'est aussi un avantage. Parce que cette question, malheureusement, on a tendance à la laisser qu'aux ressortissants de ce coin. Malheureusement. On pense que c'est à eux de régler leurs problèmes. Et pourtant, ça a déjà fait 6 millions de morts. Ça pompe notre budget. Ça fait que le Congo entier aujourd'hui subit cette situation. On est un pays handicapé, on va dire. Exactement. On est handicapé un peu sur la question. Nous sommes handicapés de l'Est. Donc nous devons aujourd'hui régler cette situation de manière commune, de manière consensuelle, entre peuples. Que je sois Moulouba ne change rien au fait que je considère aujourd'hui un Munyarwanda, qu'il soit Munyarwanda du Nord Kivu ou Munyamulenge, parce que ça c'est aussi une confusion, je le considère comme étant un Congolais à part entière. Parlons d'abord de cette question de Munyamulenge, de Banyarwanda. On était bien d'accord sur la question de que si les Banyarwanda sont des Congolais, c'est simplement par le fait qu'ils parlent cette langue-là. Non, s'ils sont Banyarwanda, c'est parce qu'avant la colonisation, ils étaient dans le royaume Rwanda. Voilà, c'est ça la bonne explication. Ils appartenaient à ce royaume. Voilà, ils appartenaient à ce royaume. Au moment où on a délimité le Congo, leur partie s'est retrouvée au Congo, comme ça s'est passé avec le Congo central, et avec les Bas-Congo. Vous avez aujourd'hui des Bas-Congo en Angola, mais vous avez aussi des Bas-Congo au Congo. Alors, sans entrer dans d'autres considérations, on va dire que d'abord, parce que chez nous, il y a les Bazombo. Il y a les Bazombo du Congo, et puis il y a les Bazombo de l'Angola. Alors, les Bazombo du Congo ont une langue à eux, ils partagent, ils parlent la même langue. C'est le même peuple. C'est le même peuple, la même culture, ils se marient de la même façon. Ce qui leur différencie, c'est les cartes d'identité. Les autres sont angolais, d'autres ils se marient entre eux, ils continuent à vivre. Oui, c'est la même chose aussi avec les Banyarwanda qui ils se sont retrouvés ici. Ils appartiennent à ces royaumes, c'est-à-dire à ce courant philosophique et spirituel. Oui. Et je retrouve par rapport à ça, mais quand il y a la dernière carte,
Ils se retrouvent chez nous. Mais quand ils se retrouvent chez nous, ils se retrouvent avec leur culture, avec leur manière, avec leur langue. C'est normal. Exactement. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Okay. Alors, j'étais en train de parler tout à l'heure des Banyamulenge. Il y a peut-être une correction à faire. Oui. Nous avons tendance à confondre les Banyamulenge et tous les Banyarwanda. En fait, à appeler tous les Banyarwanda Banyamulenge, c'est totalement c'est une confusion en fait. Ce qu'on appelle les Banyamulenge, ce sont des Banyarwanda qui sont au sud Kivu. Tout à l'heure, moi je viens de vous expliquer la situation des Banyarwanda du nord Kivu. Rutshuru, Masisi, c'est au nord Kivu. Idjwi, c'est au sud Kivu. Idjwi, c'est au sud Kivu. Vous êtes de Idjwi. Ouais. Idjwi, c'est au sud Kivu, mais c'est beaucoup plus vers le nord. Leur situation est différente de la situation des Banyamulenge. Les Banyamulenge, c'est les enfants de la montagne, les venus de montagne, ou les habitants de la montagne. Alors, on parle d'une montagne qui s'appellerait montagne Mulenge. Oui, bon, Mulenge, c'est plus une colline. Oui, une colline. Ouais. C'est assez éloigné du Rwanda, hein, c'est à l'intérieur des terres, c'est pas à la frontière. Rutshuru, c'est à la frontière du Rwanda. Mulenge, c'est assez éloigné de la frontière, c'est à l'intérieur. Les Banyamulenge sont aussi des Banyarwanda. Sauf qu'au moment où on délimite le Congo en 1885, eux, ils ne sont plus sous l'autorité du Mwami Kigeri IV. C'est-à-dire que certaines études, il y a un chercheur qui s'appelle Irno, qui avait fait une étude assez intéressante sur eux, qui situe leur arrivée en RDC, en tout cas dans le haut plateau de Itombwe, au début des années 1800. Alors, lorsqu'on recoupe les informations, on se rend compte qu'à l'époque, le royaume Rwanda avait connu une grande famine. Il y avait une grande famine qui avait frappé le royaume. À l'époque, il n'y avait pas encore de colonisation, donc c'était juste les royaumes. Il y avait une grande famine qui avait frappé le royaume Rwanda, qui avait fait que plusieurs peuples, en tout cas plusieurs habitants de ce royaume, étaient partis. Donc, ils sont partis dans plusieurs directions. Il y en a qui sont partis vers le sud, donc Burundi, Tanzanie. Il y en a qui sont partis vers le Kenya. Il y en a qui sont partis vers l'Ouganda. Et il y a une partie qui s'est retrouvée dans ce qu'on appelle aujourd'hui Itombwe. Alors, ces gens, au moment de la colonisation, c'était une centaine de familles, au moment, en 1885, ils étaient logés dans le haut plateau de Itombwe. C'est ces gens-là, aujourd'hui, que nous appelons les Banyamulenge. Mais ce sont des Congolais. Alors, les Banyamulenge, on va dire qu'il y a un conflit. Alors, moi, c'est pourquoi je voudrais d'abord, avant d'aller dans tout le sens, il faudrait d'abord qu'on essaie d'apurer les vraies questions scientifiques. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Mais non, on va parler des hégémonies et tout ça. Peut-être c'est ce qui complique. Parce que, et ça, je pose tout de suite la question. Les gens sont irrités. Selon vous, Trésor, pourquoi les gens sont fâchés? Pourquoi les gens sont hostiles à cette question de l'Est du pays, selon vous? Bon, il faut juste regarder l'histoire. Hein. Il y a eu beaucoup de politisation. On a beaucoup politisé cette question, à tel point qu'on ne veut plus voir la réalité. On ne veut plus regarder la réalité. On s'en fout aujourd'hui de la réalité. La politique a pris le dessus sur le bon sens, sur l'histoire et sur la vérité. Mais c'est important de sortir un peu des débats politiques, de parler concrètement et correctement de ce qui s'est passé de manière historique. C'est pour moi la seule issue dans ce problème. Au lieu de fuir le débat, il faut le regarder. Il faut le regarder en face. Sur la question existe-t-il des Tutsis et Hutus congolais? La réponse scientifique est oui. Il y en a au nord et au sud Kivu. Ceux du nord, je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a à Rutshuru, Masisi, Idjwi, Djomba par exemple, Bouisha, ainsi de suite. C'était des régions appartenant au royaume Rwanda qui se sont retrouvés dans la délimitation du Congo, de ce côté de la frontière. Mais il y a aussi une niche de Tutsis et Hutus congolais qui s'étaient retrouvés bien avant l'arrivée du Bel, donc bien avant la délimitation, qui s'étaient retrouvés dans le haut plateau de Itombwe. Et ceux-là, à l'époque, on les appelait Tutsis de Itombwe. Bon, il y avait plusieurs noms, hein. Bon, on les appelait juste les Banyarwanda, ou dans d'autres livres, on appelle les Rwanda. Ils s'étaient retrouvés dans cette partie de la RDC, beaucoup plus à l'intérieur des frontières. Ils n'étaient plus sous l'autorité du Rwanda. Au moment sous l'autorité en tout cas du roi du Rwanda, au moment de la colonisation, le Mwami Kigeri IV. Kigeri IV. Ils étaient plus sous son autorité. Ils étaient, on va dire, c'était des immigrés.
s'étaient réfugiés en fait. C'était des réfugiés après la famine qui avait frappé ce royaume-là vers la fin des années 1700. Ils s'étaient réfugiés au Congo, ils ont trouvé une terre d'asile et ils se sont installés en accord bien sûr avec les peuples qui vivaient là, les Bafuliro, les Babemba, les Bavira, ainsi de suite. Alors, lorsque vous suivez la chanson de Tiken Jah Fakoly, quand il parle de « ils ont partagé le monde », Tiken Jah Fakoly amène un débat sérieux sur la question. Il montre comment ça s'est passé en 1925. Il y a des gens qui ont partagé des villages, ils ont partagé des peuples, en fait, ils ont partagé les territoires, mais ils n'ont pas partagé le peuple en réalité. Ils ont réussi à diviser les pays comme un gâteau, mais les peuples sont restés le même. Ouais. Ce qui fait qu'un grand peuple, chez nous par exemple, parce que je voudrais expliquer ça comme ça, chez nous à l'Équateur, vous avez des, je veux dire, des Équatoriens, mais quand vous arrivez au Congo, disons, quand vous arrivez à la province orientale, vous trouvez pratiquement le même peuple qui pense de la même façon, parce que le commerce était de ce côté-là, on vendait le poisson de ce côté, on amenait ça de l'autre côté. Et si vous prenez une partie des Équatoriens, la même mentalité, la même structure psychologique et physiologique, on va le retrouver un peu dans le Kasaï, dans le Sankourou, ainsi de suite. C'est le même peuple, on se reconnaît, on dit on est tous des Anamongo, quelque chose comme ça. Alors, ça bloque au niveau de l'Est de la République parce que, justement, les gens disent que le Rwandais, pas le royaume, parce que vous et moi, on a la même, je vous dis déjà tout de suite, je crois comme vous, j'ai la même position que vous, sur la démarcation entre le royaume et le pays, ouais. Ce n'est pas la même chose, et que le Rwandais, pays, serait en train d'utiliser cette corde de Rwanda en tant que royaume pour réclamer les territoires qui appartenait déjà à la RDC au départ, qui a appartenu à l'Allemagne, donc par ricochet au Rwanda, et qui aujourd'hui est revenu au Congo et pense que c'est encore à eux. Et c'est là tout le problème. Alors là, vous abordez la question de la balkanisation du Congo. C'est là tout le problème. Oui, je ne peux pas affirmer ou infirmer cela de manière catégorique, parce que c'est des questions sur lesquelles il n'y a pas vraiment d'écrit. Hein. Quand on aborde la question, le Rwanda ne s'est jamais publiquement exprimé en disant qu'il voulait une partie du territoire congolais. Mais il y a des soupçons qui ont été véhiculés à travers certaines rumeurs qui ont circulé depuis des générations. Une des rumeurs, en tout cas moi je vais en évoquer deux, qui n'ont jamais été prouvées. C'est en 1964, lorsqu'il y a la guerre des Simba Mai Mai, dont les Simba, la guerre mouléliste dans le sud Kivu. Là, il y avait déjà des Tutsis réfugiés de 1959 à début des années 70, en tout cas quand Habyarimana prend le pouvoir. Il y avait des Tutsis qui étaient réfugiés, et parmi eux, il y avait un groupe, c'était un parti politique après qui a fait un groupe armé qui s'appelait UNAR, qui appartenait à un certain Roukeba. Et ce Roukeba avait signé des accords avec une rébellion qui était à l'époque en RDC, c'était une rébellion congolaise, le CNL de Soumialo Ekbenye, qui sont de lumumbistes, mais dans laquelle était aussi notamment Laurent Désiré Kabila. Dans les accords qu'ils auraient signés, en tout cas c'est des accords que personnellement j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais dans les accords qu'ils auraient signés, il s'agissait d'aider la rébellion de Laurent Désiré Kabila à gagner le pouvoir contre Kassavubu, et en contrepartie, les aider, eux, la rébellion de Roukeba, à gagner le pouvoir contre Grégoire Kayibanda chez eux au Rwanda, et leur céder une partie du territoire congolais. Ça, c'est une information qui a circulé, mais qu'on a du mal, moi personnellement, j'ai cherché un soubassement écrit. Vous n'aurez jamais le soubassement de ces grands accords, des accords de cette nature, il n'y a jamais eu. Non, l'accord existe, mais celui spécifiant, le détail spécifiant que le territoire de Rutshuru Masisi devait revenir, dans cet accord-là, devait revenir au Rwanda, je l'ai cherché, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc si quelqu'un là, peut-être qu'il peut partager avec moi, ça va aider. Ça, c'est un élément. Ça fait qu'il y a cette conception-là, qui veut que pour les Rwandais, et on peut le comprendre, vous savez que même ici à l'ouest, il y a eu un moment des accords, en tout cas des discussions entre les Congos, entre les Bas-Congo, qui au moment de la décolonisation, qui se disaient qu'ils pouvaient reformer le royaume, l'ancien royaume Congo, c'est-à-dire faire une balkanisation à l'ouest en reprenant les Bas-Congo du Congo Brazzaville, les Bas-Congo d'ici et les Bas-Congo de l'Angola pour reformer ce royaume-là.
il y a forcément des gens qui ont pensé ça. Oui, mais jusqu'aujourd'hui, même des autres. Même on parle. Voilà. Il parle d'un État fédéral. Il voudrait, lui, à la limite, être son territoire. Il a parlé l'autre fois de la République du Congo, et puis après, il a changé. Il dit non, l'État fédéral du Congo. Exactement. Alors, on se pose la question, parce qu'il y a des gens, on va dire, dans le Katanga, c'est la même chose aussi. Ils ont déjà. Il y a aussi eu, à l'Est, la République de Kivu, si vous vous rappelez. Donc, je crois que ces idées... Donc, ces idées, il y a des gens qui les partagent, mais c'est difficile de dire que ça soit une obsession ou un vrai projet de société. Donc ça, c'est un premier point avec le projet de UNAR. Il y a un deuxième point qui a été évoqué un peu vers la conférence nationale. C'était au moment où nous avons, un peu avant, il y a un cas, je vais l'évoquer, il y a un cas que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est celui des transplantés. En fait, quand on parle des Banyarwanda, nous avons des Banyarwanda qui sont vraiment congolais, d'accord ? Qui sont des Congolais de souche comme toi et moi, qui ont les mêmes droits que toi et moi. Les Banyarwanda, vous parlez des Banyarwanda du royaume Rwanda. Du royaume Rwanda, mais qui sont congolais, qui se sont retrouvés au Congo. Je veux bien, mais d'abord du royaume, pas du pays, pas de la nationalité rwandaise. Non, pas des Rwandais. Non, ceux de nationalité rwandaise sont des Rwandais. Ah d'accord. Oui, je ne vais pas les appeler les Banyarwanda. Okay. Ce que j'appelle Banyarwanda, ce sont des Congolais de souche, mais qui étaient au moment de la délimitation, qui appartenaient du royaume Rwanda. Ou qui venaient de là, parce qu'en parlant des Banyamulenge, ils ne faisaient plus partie du royaume, mais ils venaient de là, donc ils continuaient à s'appeler les Banyarwanda. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y a une autre tranche des Banyarwanda qu'on appelle les transplantés. En fait, les transplantés, eux, ce sont des Rwandais. Ce sont vraiment des Rwandais. Mais à partir de 1930, la Belgique va décider de les importer en RDC. On appelle ça généralement la déportation. Ils les ont déportés? Non, pas déportés. C'est-à-dire, c'était fait volontairement. C'est-à-dire, à l'époque, si vous voulez, à l'époque, le Rwanda n'avait pas beaucoup d'avenir. C'était un pays où il y avait beaucoup de famine, il y avait beaucoup de tensions entre les peuples. Les Tutsis dirigeaient, les Hutus se révoltaient tout le temps. Par rapport au Congo, le Congo, c'était une aubaine. D'accord ? Il y avait beaucoup de travail à faire au Congo. Il y avait des mines qui venaient de se créer dans le Katanga. Il y avait des fermes, des grandes fermes qui se créaient à l'Est. Alors, les Belges qui avaient besoin de main-d'œuvre ont décidé de faire venir des populations du Rwanda et de l'Urundi, aujourd'hui Burundi, au Congo. Et ces gens-là, on va les appeler les transplantés. Eux, ils étaient d'abord rwandais et puis sont devenus congolais. Au moment où ils venaient, on leur donnait la carte du citoyen. Oui, parce qu'ils devaient travailler dans beaucoup de choses. Ils devaient travailler dans les fermes. Oui, dans les fermes. Et il y en a même qui ont été amenés au Katanga. Hein. Il y en a qui ont été amenés au Katanga, il y en a qui ont été amenés dans le Maniema. Oui. Ces Rwandais devenus congolais, ce sont eux à la base qui ont été à la base des conflits dans la région du Nord Kivu. Parce que ce qui va se passer, au moment où ils viennent, en 1930, la Belgique va leur créer leur propre territoire. On va acheter un territoire auprès des Baoundés. Le Mwami Kalinda, c'était le chef des Baoundés à l'époque. On va acheter un territoire de pratiquement 350 km² qui va devenir le territoire au Congo, donc une colonie au Congo, des populations anciennement rwandaises mais nouvellement congolaises. On va appeler ces populations les transplantés. Donc, il y a une mission, vous pouvez me faire des recherches sur Internet, qui s'appelle la mission d'immigration des Banyarwanda, la MIB, qui a été créée et qui a ainsi importé des Rwandais de 1930 à 1950 au Congo. Alors, on va terminer. Il y a une question fondamentale qu'on n'a pas encore touchée, je voudrais qu'on touche à la fin. Ce que nous devons, notre responsabilité, je ne sais pas, je crois, parce que nous partageons beaucoup de points de vue ensemble, je pense que nous devons nous battre pour que les territoires congolais ne soient pas annexé à un autre pays. Et je pense aussi que cela ne peut pas se passer forcément par le mensonge ou par le message de la terreur. Je crois qu'il n'y a que la vérité qui peut sauver les gens. Parce que si vous commencez à mentir sur un territoire qui ne vous appartient pas, vous commencez à dire que c'est le vôtre, rassurez-vous d'une chose, votre génération peut la gagner, mais une autre génération qui viendra après pourra peut-être la perdre, ou les autres peuvent se retourner contre vous. Je crois que, moi je ne sais pas, mais je pense, selon moi, Trésor, je crois qu'il est temps aujourd'hui de trouver un moyen de s'entendre. Qu'on ait des débats communautaires, à grande échelle, depuis le sommet, pour essayer de clarifier la question de l'identité. Et quand on aura fini la question de l'identité,
pour aller parler avec les autres pays frontaliers avec qui on a des problèmes sérieux, ça veut dire le Rwanda par exemple, le Burundi et l'Ouganda, pour essayer de nous dire si on est un seul peuple, voici les lignes qu'on ne peut pas franchir, voici ce qu'on ne peut pas faire, voici ce qu'on ne peut pas faire. Je ne sais pas, mais je pense que non, je suis du même avis. Ici, il n'est pas question de révisiter les frontières de la RDC, on va dire, c'est impensable. Aujourd'hui, d'ailleurs, la question des territoires anciennement rwandais ne s'évoque plus. Par exemple, Rutshuru, je ne pense pas qu'aujourd'hui on pose des questions de Rutshuru. Aujourd'hui, par exemple, les grands débats, on a parlé de la balkanisation dernièrement, c'était sur Minembwe. Mais Minembwe, ça n'a rien à voir. C'est trop loin de la frontière, c'est trop loin extrêmement du Rwanda. Minembwe, c'est vers le sud du sud Kivu. C'est plus proche de la Tanzanie que du Rwanda. Donc, la question n'est plus d'annexer un certain territoire. La question, c'est de trouver comment des peuples doivent vivre ensemble. Sans se tuer. Voilà, doivent vivre ensemble. Personnellement, je suis convaincu que le plus grand mal, un des grands mal que nous avons commis dans ce pays, c'est, ou bien, en tout cas, ceux qui jouent le mauvais rôle dans ce débat, c'est principalement les chefs coutumiers, les Mwami, les chefs coutumiers, dans les chefferies, ont joué un très mauvais rôle et continuent à jouer un très mauvais rôle dans l'édification des peuples, parce que c'est eux qui sont à base de la désinformation de leur propre peuple. Est-ce qu'ils ne sont pas fins? Est-ce qu'ils ne sont pas politisés à la fin? Ils sont politisés, mais eux-mêmes sont politiques. Eux-mêmes sont politiques. Pour des intérêts, ils montent des peuples contre d'autres. Et ça, ce n'est pas que dans cette région du pays. Hein. Vous avez ce problème partout, même au Kasaï. Vous avez ce problème dans le Bandundu. Vous avez ce problème-là un peu partout. Le problème territorial doit être réglé, mais il doit être réglé par l'État, pas par les chefs coutumiers. Parce que si nous laissons cette question au niveau des communautés, chacun essaie de tirer le drap de son côté et finalement, on ne va jamais s'en sortir. Et ça ne nous aidera pas du tout. Terminons avec cette question, je veux dire la question des extrémistes, des analystes. Moi, ça m'arrive de lire certains livres de Charles Onana, par exemple, de Patrick Mbeko. Ça arrive souvent de suivre les tribunes de M. Mbanda Honoré. Ça m'arrive de suivre des discours de prof Ndayoel et bien d'autres. On s'entend sur un point, mais pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi on est si divisé sur la question du Rwanda. Pardon, des Banyarwanda. Oui, des Banyarwanda. Pourquoi on est si divisé sur cette question, selon vous, Trésor? Parce que si vous suivez M. Mbanda, il a une position tranchée. Si vous suivez M. Patrick Mbeko, il a une position tranchée. Si vous suivez M. Onana, il a une position aussi tranchée. Alors je me pose la question, est-ce que ça va nous avancer à aller comme ça? Alors il y a deux choses. Il y a souvent cet amalgame qui est fait. Concernant la question des Banyarwanda, elle a été politisée, elle a été instrumentalisée par beaucoup de peuples, en tout cas par beaucoup de gens, pour profiter du Congo. Ça, c'est indéniable. Le Rwanda, l'Ouganda, les États-Unis, la France, ainsi de suite, ils ont profité de la mésentente entre les peuples pour s'immiscer dedans et créer encore plus de chaos. Il y a forcément des extrémistes. Quand vous suivez par exemple M. Honoré Mbanda, il est totalement dans la désinformation. En tout cas, moi, je l'ai suivi plusieurs fois. Il mélange énormément de choses. D'accord ? Quand vous allez le suivre, essayez de suivre ces données, vous allez voir qu'il mélange, par exemple, les transplantés, que j'ai expliqué tout à l'heure, aux Banyamulenge. En fait, si vous entendez, par exemple, dans un discours, quelqu'un vous parler des Banyamulenge au Nord Kivu, c'est un extrémiste. En fait, c'est simplement quelqu'un qui veut créer la confusion. Il veut manipuler. Il n'y a pas de Banyamulenge au Nord Kivu. Les Banyamulenge, c'est au Sud Kivu. Donc, quelqu'un qui est là en train de faire des mélanges de genres pour trouver une explication extrême à une situation, c'est simplement un extrémiste qui veut désinformer la population. Je crois que pour la plupart de ces gens, faux. Non, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux, mais une grande partie. En tout cas, pour Honoré Mbanda, moi je l'ai suivi plusieurs fois, il est à 90% dans le mensonge, en tout cas dans la désinformation. C'est quelqu'un qui, dans sa position, aurait pu édifier les populations. Dans les positions, vu les positions qu'il a occupées, il aurait pu édifier les populations. Mais malheureusement, au lieu de le faire, il préfère basculer dans la désinformation, qui est aussi une deuxième nature. Quand on est dans les renseignements, on joue les deux, on informe ou bien on désinforme. Donc il préfère jouer le rôle
du désinformateur. Vous pensez que les gens m'ont dit, plusieurs personnes m'ont appelé pour dire que M. Ngwanda aurait appris la désinformation, comme ça, comme une science en fait. Il a été formé pour désinformer. Oui, c'est sa formation. Donc, en tout cas, je crois qu'il doit avoir une formation là-dedans. Tous ceux qui font des renseignements, ils apprennent l'information et ils apprennent la désinformation. Et je crois que lui, il préfère la désinformation à l'information. Concernant les autres, vous parliez tout à l'heure de Charles Onana, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Moi aussi, j'apprécie beaucoup. Je lis beaucoup de ses livres. Ouais. Il n'aborde pas tellement la question du point de vue congolais, il aborde du point de vue de la suprématie de la région. C'est vrai, et là j'aborde avec lui dans ce sens, que le Rwanda veut, en tout cas a voulu être une force hégémonique dans la sous-région et donc a profité des faiblesses dans chaque pays. Il ne s'agit pas que de la RDC. Oui, il est accusé au Burundi, il est accusé par l'Ouganda. Exactement. En fait, est-ce qu'il veut être le maître de l'Afrique? Oui, donc, mais ça c'est un problème rwandais. Nous, maintenant, au niveau congolais, nous devons régler nos problèmes à nous pour qu'il n'y ait aucune faille, pour qu'on ne laisse pas la porte au loup d'entrée. Parce que lorsque nous nous affrontons, lorsque nous nous remettons en cause sur des bases qui sont fausses, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez au niveau des Nations Unies avec un discours disant que des Banyamulenge sont au Nord Kivu, les Nations Unies vont vous dire, mais monsieur, vous fabulez. Donc, ça donne du poids au message des autres, ça donne la force au message du Rwanda. Si nous, aujourd'hui, en tant que Congolais, nous nous mettons ensemble autour d'une même table, nous balisons en tout cas le terrain, nous planifions nos divergences, ainsi de suite, on ne va pas laisser la force, on ne va pas laisser la porte aux forces négatives. Mais tant que nous serons dans le déni, tant que nous allons être dans cette posture où on rejette l'autre, nous allons laisser à l'ennemi la chance ou la possibilité d'entrer, parce que les frustrations des peuples, c'est ça même le fondement de toutes ces guerres. Parce que les peuples frustrés facilement vont chercher du soutien ailleurs. Et je parlais de Patrick Mbeko et de professeur Ndayouel. Comment vous le trouvez? Non, professeur Ndayouel, personnellement, je n'ai pas lu un livre où il était aussi catégorique sur la question. Non, il n'est pas catégorique en tout cas. Oui, il n'est pas catégorique sur la question. C'est quelqu'un qui est très informé et qui est très repris, qui est souvent... Il est au niveau des principes, en tout cas, il lève le principe. Au niveau des principes. J'ai lu par contre un livre où il est, en fait, c'est une compilation de plusieurs édits, où on parlait notamment de la question des Banyamulenge qui seraient venus en RDC depuis les années 1800. Le professeur Ndayouel était dedans. Donc je crois que ça doit être un point de vue sur lequel il doit être d'accord. Je n'ai pas lu un livre où il est catégorique pour dire qu'il n'y a pas d'études. Moi non plus, je n'ai pas lu un livre comme ça. Il faut peut-être les lire aussi. Alors Patrick Mbeko, alors Patrick Mbeko comme Charles Onana, ils sont dans cette lutte contre les aspirations hégémoniques du Rwanda. Et pour Charles Mbeko, ça biaise un peu par moment. Plutôt. Il est congolais? Pour Patrick, oui, il est congolais. Oui, il est congolais. Pour Patrick Mbeko, ça biaise un peu sa lecture de certaines situations concernant les populations, parce que c'est les populations rwandophones, donc les Banyarwanda du Congo. Merci beaucoup Trésor Mutombo, c'était un grand plaisir. C'est juste la première partie. Je voudrais, moi je le dis, c'est vrai que les gens m'ont insulté un peu, ils ont dit Christian, tu ouvres un débat qui n'est pas un. Je dis mais attendez, c'est le débat le plus important maintenant. Ça a déjà fait 6 millions de morts. 6 millions de morts. Moi je suis allé à Béni, contrairement à beaucoup de personnes, je suis allé à Béni, j'ai posé la question aux gens, mais ils ont la même conception. Je ne comprends pas pourquoi nous on veut raconter des choses. Alors, autre chose, Béni, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Rien à voir. Béni, c'est à la frontière de l'Ouganda. Rien à voir. Les ADF, les premiers ADF, en tout cas, les dirigeants des ADF sont des Nandés de l'Ouganda, donc les Bakonjo. Pourtant, nous avons des Nandés aussi chez nous. Nous avons des Nandés aussi chez nous. Donc, ce sont des Bakonjo qui sont... Certains vont vous dire qu'ils sont utilisés par les Nandés du Congo. Donc, il y a toujours des extrémistes. Mais il ne faut surtout pas lier la question de Béni à la question des Banyarwanda. Rien du tout, rien à voir. Et ne pas lier aussi la question, par exemple, dans l'Ituri, entre les Ima et les Lendu, la question des Banyarwanda, ça n'a rien à voir. C'est des conflits communautaires qu'il faut régler. Je crois qu'il faut régler ces conflits comme on voulait de le dire. Je crois qu'il faudrait qu'on ait pas froid aux yeux. Et que ce débat ne doit pas faire peur aux gens. Exactement. Je ne sais pas qui ont vendu ce vent-là en disant que le Tutsi Power était plus important que tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ils nous disent ça. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont payés par le Rwanda pour
désinformer, créer toujours des troubles. C'est aussi possible. Je crois. C'est aussi possible dans une guerre. La désinformation peut être créée par l'ennemi pour que à l'intérieur, vous soyez toujours divisé. Comme ça lui donne un prétexte. Moi, je crois. Parce que je ne comprends pas, Trésor, que quelqu'un vienne me le dire. Les Tutsi Power sont plus forts, les Tutsi Power sont très efficaces, les Tutsi Power, ils sont dans la détermination, dans la prévention. Alors je me dis, mais où sont les Bantu Power? Où sont les Bantu Power? Qui vous interdit de faire votre Power? Je ne comprends pas, moi je ne comprends rien à la fin. Oui, mais ça c'est... Bon, on va dire c'est une désinformation. Après, on s'est fait cette image-là, mais il faut savoir que les Tutsis, par exemple, ils n'ont repris le pouvoir qu'en 1994. Ils ont été chassés du pouvoir en 1950, plutôt 1960. La révolution a eu lieu en 1961, je crois, la révolution au Rwanda. Avant, le Rwanda, c'était un royaume. Donc même pendant la colonisation, c'était un royaume. Donc il y avait cette gestion indirecte de la Belgique. Le roi était toujours roi. Ouais. Et après, il y a eu la révolution. Il y a eu les Hutus qui ont repris le pouvoir. Avec Abiyarimana et tout. D'abord Grégoire Kayibanda. Ouais. Grégoire Kayibanda, ensuite Abiyarimana. Ce n'est qu'en 1994 que les Tutsis ont repris le pouvoir. Alors, je voudrais, moi, d'ailleurs, prochainement, qu'on revienne pour parler de ce qui s'est passé chez nous au Congo. Parce que jusque-là, on n'a vraiment pas dit la vérité, disons la grande vérité ou la bonne vérité sur l'implication de Tutsis, en fait, disons, dans le génocide rwandais. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de supercheries, je crois qu'il y a beaucoup de mensonges sur la question des Tutsis qui auraient été assassinés et qu'ils n'auraient rien fait du tout, que le génocide rwandais était un génocide contre les Tutsis. Je crois qu'il faudrait en parler un jour. Oui, on peut parler de tout. Ouais. À partir du moment où ça a de l'implication sur notre pays, il faut en parler. Parce que moi, quand c'est arrivé, j'étais à Goma, j'étais jeune, je fouillais encore dans les montagnes. Ouais. Cette histoire-là. Il faut en parler, mais surtout aussi comprendre comment est-ce que... Parce que les conflits territoriaux existent partout. Ouais. Vous arrivez dans le Kasaï, il y a énormément de conflits territoriaux. Mais c'est des conflits qui n'arrivent pas au point où on en est aujourd'hui, qui ne créent pas 6 millions de morts. Il faudrait maintenant, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à prendre les armes, comment est-ce qu'on est arrivé à créer autant de morts et comment la situation a pu se radicaliser à ce point. C'est peut-être un des points importants sur lesquels il faudra revenir. Ça vous a intéressé les débats d'aujourd'hui? Très intéressé. Moi, je suis toujours très friand de l'histoire du Congo. Merci beaucoup, Trésor. Mesdames et messieurs, l'émission est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Vous avez le débat, vous voulez faire le débat, on est là. Venez, appelez-nous, contactez-nous, faites le débat. C'est pour nous un moyen de dire la vérité aux gens. Et quand on aura tout dit, on pourra faire un débat et trouver la solution. C'est pas bon, mais ça sera derrière nous. Merci Trésor. On s'est désinfecté les mains, c'est pas un problème. Vous allez bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.